Sauf imprévu de dernière minute, ils seront 26 à compétir pour essayer d'arracher le suffrage des Congolais lors de la présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Mais à moins de 50 jours, est-ce que toutes les conditions pour avoir des élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et apaisées sont réunies? Et des candidats présidents, qu'en est-il de leur projet de société? Qu'en est-il de leur programme? Qu'en est-il de leur offre politique, madame, messieurs? Merci de nous retrouver dans le cadre de votre émission. Dites-nous la vérité, qui reçoit ce soir le candidat président de la République, Constant Mutamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. On commence très rapidement par ces arrêts de la Cour constitutionnelle. Votre réaction par rapport à ces différents arrêts, c'est rassurant? C'est plus que rassurant. Nous sommes heureux que la Cour ait suivi la voie que nous avions proposée, celle de l'inclusivité du processus électoral. Je voulais bien, en tant que candidat à président de la République, affronter tous mes challengers. Je voulais bien que, au moins pour une première fois de notre histoire électorale, qu'il n'y ait pas de contestation des candidatures. Chose qui a été faite, la Cour vient de nous prouver qu'elle est capable de nous offrir des résultats qui reflètent réellement la volonté de nos compatriotes. Donc il ne sera plus question à l'avenir de contester les arrêts de la Cour constitutionnelle? C'est pas ce que je dis. Vous êtes sûr? C'est-à-dire par rapport aux résultats, par exemple, des présidentielles? C'est les vœux qui est les nôtres. Il ne sera pas question, au regard de ces arrêts, on est sûr que cette Cour travaille en toute indépendance? Je souhaite bien que le même travail se poursuive. L'inclusivité est garantie parce que tous les candidats seront là. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler de l'inclusivité? On trouve que c'est un vieux débat. Non mais écoutez, jusqu'il y a quelques jours, c'était un débat qui défrayait la chronique. J'ai été parmi ces candidats président de la République qui ont clairement donné leur position. J'ai donné ma position qui était celle de demander à la Cour constitutionnelle, à qui j'ai d'ailleurs adressé une correspondance à cet effet, de permettre à tous les candidats de challenger, de compétir. Chose qui a été faite. Il faut dire que le processus a commencé au niveau de la CENI déjà, qui a essayé de faire les choses de manière à ce que ça soit la plus propre possible. Il ne faut pas qu'on se leurre. Et là, au niveau de la Cour constitutionnelle, l'inclusivité, allez, l'approche d'inclusivité, c'est pratiquement acquise. Parlons de la transparence de ce processus. Est-ce que le bureau Kadima rassure au niveau de la transparence? Quand on voit les dernières déclarations des la dernière déclaration des 6 candidats présidents de la République qui estiment que tout n'est pas encore fait au niveau de l'affichage de la liste provisoire des électeurs, au niveau des bureaux de vote, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut dire que, en tant que candidat président de la République, numéro 2 sur la liste, là, vous avez me posé de problème, c'est ça. Le bureau actuel de la CENI, la composition actuelle de la CENI rassure, contrairement à la dévancière. D'autant plus que c'est une première qu'en cette période ici, il y a eu une accalmie. Alors que par le passé, ça aurait fait l'objet de plusieurs manifestations publiques, de plusieurs contestations publiques. Cela prouve à suffisance combien l'équipe Kadima fait le travail avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de patriotisme, beaucoup de transparence. Quand vous sentez des inquiétudes de certains de vos challengers, certains candidats, on se dit mais la transparence pose encore problème. Vous savez, au début, nous avons été le seul. Je suis le seul et unique candidat président de la République qui a cru bec et ongle à ce processus électoral. Parce que, rappelez-vous, lorsque la machine était grippée, parce que nous, opposition, nous refusions de déléguer nos représentants à la CENI pour compléter le bureau ainsi que la plénière, c'est nous, opposition républicaine, qui avions pris le courage de pouvoir déléguer des représentants de l'opposition et ainsi débloquer le processus électoral parce que nous tenions à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Mais les candidats auxquels vous faites allusion n'y ont pas cru.
Jusqu'il y a encore quelques semaines, ils n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits qu'ils s'inscrivent dans un processus électoral auquel ils n'ont pas cru hier. Le premier alibi, c'était que Kadima, sa tête ne plaisait pas aux Congolais. Après, c'était tout le bureau qu'il fallait changer. C'était la Cour constitutionnelle. Ainsi de suite. C'était la révision du fichier électoral. C'était l'audit du fichier électoral. C'est autant d'alibis multipliés simplement dans le but d'obtenir un dialogue qui aurait pour finalité le partage de portes de responsabilités au détriment du Congolais lambda. Et ça, nous nous disons non. Alors, N-O-N. Et donc, il ne faudrait pas que certains compatriotes, certains candidats, en lieu et place de se préparer pour gagner la prochaine présidentielle, qui se vertue plutôt à travailler pour préparer la contestation. Ouais, ça, ce sont les mots de la CENI. Hein. Vous épousez carrément, mot à mot, la perception de la CENI par rapport à ces différentes revendications. Mais le problème, est-ce que je ne savais pas que la CENI, mais je vous apprends, la CENI l'a dit pratiquement comme ça. L'Académie française. Mais en tout cas, la CENI l'a dit comme ça quelques jours ou quelques heures avant vous. Inventer des mots. Je ne savais pas. En tout cas, vous l'avez dit mot à mot. Ne me le faites par pas rapport dire. à la CENI qui a pris position par rapport ou qui a réagi par rapport à ce que demandent ces quelques candidats présidents de la République. Hier, c'était la CENI va rejeter certaines candidatures. Maintenant que cette CENI nous a laissé tous compétir, ce n'est plus ça le débat. C'est toujours des faux fouillants, ces revendications. Quand on demande à ce qu'on ait la cartographie des bureaux de vote, ce ne sont pas des indications fondées. Mais la CENI nous a rassurés que la cartographie sera rendue publique. L'affichage de la liste provisoire des électeurs conformément à la loi. La CENI va le mettre à nos dispositions. N'oubliez pas, madame, que cette CENI a été mise en place avec plus de 25 mois de retard. Je crois que nous devons être humains. Mais qui arrive en si peu de temps à compresser le calendrier électoral et à nous offrir toutes les opérations préélectorales du processus électoral, jusqu'au recrutement et alignement des candidatures à tout le niveau. C'est une première dans notre histoire politique d'avoir d'ailleurs des élections municipales après plus de 3 décennies. Je pense humblement que nous devrions avoir l'humilité de reconnaître que Kadima, c'est un humain, mais qui fait les choses avec beaucoup d'amour, beaucoup de patriotisme et surtout beaucoup d'humilité et de simplicité. Je crois que nous devons les lui reconnaître. Je suis candidat président de la République. Je pense que je vais gagner ces élections parce que l'équipe actuelle rassure sur la transparence, la crédibilité et l'inclusivité du processus. On parlera, et on verra vraiment, parce que le plus dur est devant nous, on verra ce qui se passera le 20 décembre, et ensuite après le 20 décembre, mais également par rapport à vous, on verra si vous réussirez à arracher le suffrage à ce nombre congolais. Ces candidats présidents, vos challengers, demandent une rencontre avec la CENI. Mais je ne trouve pas d'inconvénient. Il y a toujours eu des cas de concertation. La CENI nous a plusieurs fois réunis avant d'être candidat président de la République. Et je ne pense pas que cette culture va s'arrêter maintenant. Ça n'a rien à voir avec un dialogue. Hein. C'est juste une rencontre pour essayer encore de crédibiliser. Mais ces rencontres ont toujours eu lieu. Ce ne sera pas une première. Avec des candidats présidents, rien qu'avec des candidats présidents. Mais pourquoi rien qu'avec les candidats présidents de la République? Parce qu'il y a des candidats députés nationaux. Il y a des candidats Vous savez qu'il n'y a pas eu le même critère pour les candidats municipaux. Présidents que pour les candidats députés. Hein. Non, qu'est-ce que vous entendez par même critère? On a eu à renforcer certains critères Je pense par rapport aux candidatures de président de la République. Il ne faudrait pas personnaliser le débat. Il ne faudrait pas singulariser. Tous les Congolais et Congolais ont le droit d'être informés de l'évolution du processus électoral. Je pense que le cadre indiqué, c'est le cadre des concertations. L'un n'exclut pas l'autre. Et donc, la CENI devrait plutôt, comme par le passé, nous organiser un cadre de concertation
pour rien qu'avec les nous candidats informer présidents. davantage de l'évolution du processus Rien qu'avec les électoral. candidats présidents. Écoutez, je suis candidat président de la République. Je ne trouve pas d'inconvénient de répondre à une invitation de la CENI pour discuter du déroulement du processus électoral. On parle, là, on a parlé de l'inclusivité du processus électoral, de la transparence, le côté apaisé de ce processus. Quand on entend, par exemple, Corneille Nangaa affirmer qu'il n'y aura pas élection et qu'il ne faut pas qu'il y ait élection, quand on entend récemment John Numbi dire qu'il ne faut pas qu'il y ait élection dans ces conditions parce que le FCC n'est pas là, parce qu'un certain accord n'a pas été respecté, est-ce que vous pensez que le caractère apaisé de ce processus est déjà garanti ou on doit toujours être sur nos gardes? Il n'appartient pas à la CENI de garantir je ne parle pas de la CENI, je posais la question au candidat président. Mais je ne voudrais pas non plus opiner sur les déclarations des compatriotes qui sont libres d'émettre leurs analyses, qui sont libres de pouvoir donner leur point de vue. Tout peut arriver d'ici le 20 décembre. Ben écoutez, je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne voudrais donc pas faire l'apologie du malheur. Nous avons connu assez de morts, nous avons connu assez de crises. Savez-vous qu'en 3 décennies, nous avons mis à genoux notre économie par des crises multiformes et souvent fantaisistes. Nous avons été à la base des millions et des millions de morts de nos compatriotes. Toute notre industrie a disparu par les pillages des années 90. Nos compatriotes sont morts par des millions à partir des années 96. Jusqu'aujourd'hui, avec les rébellions qui se sont suivies en 98, en 2000, en 2013 et aujourd'hui encore en 2023 par l'agression rwandaise, nous continuons en fait à perdre. Nous n'avons plus le temps pour ça. Je pense que humblement, le temps de jouer à ces genres d'artifices est révolu. Nous devons, nous tous, considérer que plus que jamais, les Congolais devraient se mettre d'accord de pouvoir avancer. Avancer, mais comment donc est-ce qu'on doit être sur nos gardes? Tout peut arriver. Écoutez, je ne voudrais pas que nous puissions faire l'apologie de la guerre. Ceux qui font l'apologie de la guerre, des troubles, du désordre, ils n'en connaissent pas les conséquences. Ceux qui pensent qu'ils peuvent déclencher des troubles ici au Congo pour en sortir gagnants, je pense qu'ils ne connaissent peut-être pas très bien l'histoire politique de ce pays. Je vais plutôt conseiller beaucoup d'humilité et de sagesse en cette période. Allons aux élections et que ces élections soient libres, inclusives, crédibles, transparentes pour permettre d'accéder ou d'offrir au peuple congolais une alternance apaisée et voulue par lui. Et ce côté apaisé risque également d'être... Et certains commencent à remettre ce côté apaisé par rapport à certains propos. On a parlé de Nangaa, on a parlé de... Je condamne, moi en tant que candidat président de la République, je condamne tous ces profondeurs, je condamne tous ces propos qui tentent plutôt à faire reculer notre démocratie. Et des propos surtout tribalistes ces derniers temps, allusion faite aux dernières déclarations par exemple du gouverneur de Kasaï central, il disait, voilà, des propos qui ont été condamnés par tous, mais des propos qui risquent de mettre à mal le caractère apaisé. Je condamne tous les propos de nature à embraser la situation du pays, de manière générale, la situation sécuritaire, économique et sociale. Je condamne ça en tant que candidat président de la République. Je ne m'inscris pas dans une logique d'exclusion de certains compatriotes, de dénigrement, d'insultes. Je considère que le Congo appartient aux Congolais et que tous les compatriotes ont le droit de battre campagne où ils veulent. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a cette exacerbation du tribalisme ici, en République démocratique du Congo, depuis un certain temps? Je pense que cela est consécutif à notre constitution et congénital à cette constitution qui a été mimée, importée de l'Europe, importée de la France. Nous avons fait du copier-coller d'une constitution qui n'est pas adaptée à nos us et coutumes. Je suis pour, en tant que 6e président de la République démocratique du Congo, que l'on mette fin, par exemple, à cet état
d'élection des gouverneurs originaires de province. Ça fait partie de vos réformes, Vous voyez, les réformes que vous c'est autant comptez. de réformes, c'est l'une des réformes que je vais devoir apporter. Et vous pensez que ça peut Et je mettrai faire également regresser le tribalisme? Je vais supprimer toutes les associations ethno-tribales. Ça va disparaître. Au nom association des Katangais, association des Kassaïens, association Grande Orientale, ça ne devrait plus exister. Et originaire d'un coin, celui qui s'y reconnaît. Voilà le principe phare que je vais défendre. Tu es né, par exemple, dans le Bandundu, quoique ton père ou ta mère ne soit pas originaire de Bandundu, ben, tu es considéré comme tel. Tu es né à Matadi, ben, tu t'identifies à la terre de Matadi, etc., mais tu es chez toi, tu es originaire de là. Donc nous allons supprimer un certain nombre des choses qui ont reculé, qui font reculer la République, entre autres des références ethno-tribales qui n'avancent pas le pays. À chaque fois, il est Katangais, il est Kassaïen, on a fait ceci parce qu'il est Katangais. Mais souvent, ça se passe juste entre ces deux tribus, hein, Kassaïens, Katangais. Nous mettrons fin à tout ça. Peut-être que c'est dû à ce passé-là. Est-ce que ça peut... Nous allons mettre fin à tout ça, mais c'est pourquoi je condamne fermement les propos qui ont été tenus par certains compatriotes allant dans le sens de plutôt faire l'apologie du tribalisme, de l'ethnicisme. On parle déjà du candidat président que vous êtes. Vous êtes le plus jeune candidat président. En effet. 32 ans. 35 ans. 35 ans. Ouais. Comment vous vous sentez comme jeune candidat à la présidentielle de la RDC? Ben écoutez, c'est plutôt une grande responsabilité, mais en même temps, je considère que cela rentre dans l'ordre naturel des choses. Parce que ceux qui lisent l'histoire savent que c'est l'âge où tous les grands hommes se sont inscrits dans l'histoire du monde. C'est l'âge qui a créé, qui a vu émerger tous les grands présidents du monde, comme qui, tous les grands écrivains. À 29 ans. Tous les grands Lumumba, c'était un peu plus tôt également. Lumumba, je vous informe qu'il est mort Premier ministre, il n'avait en réalité que 35 ans. Il est devenu Premier ministre de ce pays. Donc il a commencé bien plus tôt, il a été Premier ministre de ce pays à 35 ans, Thomas Sankara un peu moins. Actuellement, dans notre... il y a Joseph Kabila lui-même qui devient président à 29 ans. Il y a Traoré Ibrahim qui est président à 35 ans. Il y a Doumbia au Mali qui a 39 ans. Vous avez les Sonko qui ont à peine une quarantaine. Vous avez les deux du Mali, ce sont des révolutionnaires, des gens qui les prennent comme exemple alors qu'ils sont... J'en viens, madame. Ils sont des putschistes, ça pose problème. Kassavoubou n'avait que 42 ans. Emmanuel Macron n'avait que 39 ans. Je peux vous citer autant d'exemples. Tous ceux qui se sont inscrits dans l'histoire l'ont été à mon âge. Ça veut dire que c'est à la trentaine, maximum quarantaine. Au-delà de cet âge-là, on n'a plus d'ambition. On se contente en fait du conformisme. Alors que c'est à cet âge où on a l'idée de se jeter dans l'inconnu et de faire preuve de l'innovation. Fayulu n'a pas d'ambition, Katumbi n'a pas d'ambition, Denis Mukwege n'a plus d'ambition. Tous ces candidats qui sont plus âgés que vous pensez qu'ils n'ont plus d'ambition? Je viens de vous le dire, que l'âge de la trentaine, même sur le plan spirituel, c'est l'âge où l'on dégage beaucoup d'ondes positives, beaucoup d'énergie positive. Je crois que pour ceux qui lisent la Bible, même Jésus-Christ est mort et a fait tout ce qu'il a fait à moins de 33 ans. Et il est mort à 33 ans. Mais c'est le nom le plus célèbre du monde. Il y a autant d'exemples que je vais ici vous donner pour vous montrer les Fidel Castro, les Che Guevara. Ils ont mené toutes ces luttes-là à la trentaine. Et donc, à 35 ans aujourd'hui, je vous informe d'ailleurs que ce n'est pas Mutamba qui postule, c'est plutôt Patrice Emery Lumumba, dont je suis l'incarnation. Je suis l'incarnation de Patrice parce que simplement, il était deuxième de sa famille, je suis deuxième de ma famille, madame. Je suis, comme vous le savez, Lumumba
le nom Lumumba a combien de lettres? Comporte combien de lettres? Et les noms Mutamba comportent combien de lettres? Rien à dire, c'est juste des coïncidences. Ah, ça ne fait pas de vous l'incarnation de Lumumba, en tout cas. Vous pensez que c'est des simples références? On veut voir par des faits, j'en viens. Par des actes, par des gestes. Je vous informe que Lumumba est né dans l'espace Grand Kassai, comme Constant Mutamba. Il est passé par le Maniema comme Constant Mutamba. Il est allé à Kisangani comme Constant Mutamba. Ensuite, il est arrivé à Kinshasa comme Constant Mutamba. Vous pensez que c'est un hasard? Madame, pensez-vous que ce soit un hasard que Lumumba ait aligné des candidats députés nationaux en 1960, à mon âge, à 35 ans, et que Constant Mutamba, 63 ans plus tard, ait aligné autant des candidats députés nationaux, provinciaux, municipaux à 35 ans? Pensez-vous que ce soit un hasard que Lumumba, à 35 ans, ait postulé à la primature et a remporté ces élections-là, cette élection, et que Constant Mutamba, à 35 ans, soit candidat président de la République? Je vous informe que je suis la réincarnation de Patrice Emery Lumumba et vous en verrez les résultats le 20 décembre 2023. La fougue de la jeunesse qui caractérisait Lumumba constituait également sa faiblesse. Ben écoutez... C'est aussi ça, ça risque d'être le cas. Votre jeunesse, cette fougue que vous avez en tant que jeune, constitue également votre faiblesse. Ben écoutez, je ne voudrais pas dire ça d'un héros national. Je ne voudrais pas que nous puissions insulter la mémoire de Patrice. C'est pas une insulte. Celui grâce à qui... on peut palper l'histoire. Quand on est jeune, on est parfois naïf, on n'arrive pas à prendre des décisions. Je ne voudrais pas vous faire dire que Lumumba était naïf. Il a plutôt donné de son sang pour notre liberté. C'est mon père spirituel. Et je ferai de lui le père spirituel de la RDC parce que nous n'avons pas de référence spirituelle. Parce que nous ne savons pas... Et on n'en a pas besoin peut-être. On a tellement de religions dans ce pays qu'on n'a même pas... Parce que, madame, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Nous devons avoir des références. Nous devons nous identifier à une icône spirituelle en qui nous tous, nous nous reconnaissons. Ce qui tue le pays, c'est justement ça. C'est qu'il n'exclut pas d'être critique aussi. C'est pourquoi je dis, on ne peut pas critiquer une divinité comme Lumumba. Si Lumumba, c'est intouchable. On ne peut pas remettre en question certains de ses actes, certains de ses agissements. Patrice est une divinité et je ne voudrais pas du tout vous laisser dire tout ça. Ah ben non, moi je le dirais en tant que journaliste, j'en ai le droit. Et c'est ça le problème justement. J'ai le droit de critiquer, d'avoir une critique historique sur certains faits et gestes. Madame, aucun Turc ne peut critiquer Antaturk. Aucun. Je dis bien aucun. Aucun Cubain ne peut critiquer des gens comme José Marti. On a des exemples pas très démocratiques. Je ne voudrais pas. Cuba, bon, j'aimerais bien que vous me parliez d'un pays démocratique où personne ne peut être critiqué. Mais là, vous me parlez de la Turquie, de Cuba, on connaît un peu ces genres de régime. Aucun Français ne peut s'attaquer aujourd'hui à De Gaulle. Si, ils l'ont fait. Il y a des livres encore plus récemment, j'ai vu. Laissez-moi en venir. C'est pour vous dire que nous avons besoin d'avoir des références. Oui, mais pas des personnes qu'on doit sanctifier. Vous êtes simplement hypnotisé par la magie de l'Occident. En fait, l'Occident voulait nous faire oublier nos repères. Nous n'avons plus de repères culturels. Voilà, c'est un exemple. Nous n'avons plus de repères historiques où nous pouvons nous permettre de parler avec légèreté d'un héros national, d'un père fondateur, grâce à qui, en fait, vous et moi faisons cette émission. Et ça, c'est la conséquence. Lui-même, il a été toujours pour la critique. Hein. Il n'a jamais demandé à ce qu'il soit déifié. Je vais rompre avec tout ça, madame. Une fois élu 6e président de la République démocratique du Congo, sachez que nous allons retourner vers l'authenticité, vers nos valeurs culturelles. Fini la critique de nos pères fondateurs. Vous révélez votre vraie nature. En fait, vous n'êtes pas un démocrate. Non, écoutez. Un démocrate, c'est celui qui accepte la critique et qui est ouvert à... Je ne voudrais pas mimer et calquer la démocratie à l'occidental. Je suis pour une démocratie qui soit adaptée à mesure de... Quelques critères de cette démocratie. L'anarchie que nous vivons actuellement, la déliquescence de notre État est consécutive, madame.
au désordre mental, spirituel et physique que nous avons érigé en mode de vie et de gouvernance. La liberté de penser est pour vous un désordre mental et psychique. La liberté de penser. Et vous savez, même du temps de nos aïeux, il y avait la liberté de penser, mais qui était canalisée. Vous savez, la thérapie la mieux indiquée pour la République, c'est laquelle? Pour redresser ce pays, nous avons juste besoin de 2-3 choses. La première, vous savez, c'est quoi? C'est remettre de l'ordre. Je serai un président d'ordre. Je ferai de cet État, un pays d'ordre, où chaque individu, chaque citoyen sera à sa place. Donc vous reconnaissez qu'il y a un désordre. En effet. Tout ce qui se passe. Que Tshisekedi n'a pas réussi à bien gérer, c'est ça? Je ne voudrais pas verser dans les débats d'un arbitre. En tout cas, c'est votre principal challenger. C'est lui qui a eu à gérer. En 5 ans, vous pensez qu'il n'a pas réussi à faire revenir l'ordre au pays? Ce n'est pas mon principal challenger. J'ai 25 challengers. En tout cas, c'est le seul qui a géré, qui a un bilan. Un candidat président de la République. Il a un bilan à défendre. On cite Tshisekedi parce qu'il a un bilan. Chacun a un projet à défendre, pas un bilan. Parce qu'en fait, notre peuple ne va pas nous voter en fonction du bilan, madame, mais plutôt en fonction du projet de société. Ça ne sera pas le cas avec Tshisekedi, qu'il y aura et un bilan et un projet. Et donc, je disais que tout ce qui se passe dans ce pays est consécutif au désordre. Donc, vous allez faire revenir. Donc, je vais rompre. Le premier mot clé, c'est la rupture. Voilà pourquoi notre campagne électorale sera centrée sur ou autour du mot rupture. Nous voulons rompre avec les antivaleurs des gestions du passé. Nous voulons rompre avec les vieux et anciens visages politiques. Nous voulons rompre avec la pratique du détournement des deniers publics. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Mais c'est pourquoi, une fois élu président, je ferai arrêter personnellement M. Kagame, président rwandais, et je ferai annexer le Rwanda à la République. Ouais, là, vous nous le dites déjà en boucle, sans nous dire comment vous allez procéder. Quand on sait qu'il y a le droit international, vous nous le répétez en boucle. Avec l'externalisation de notre économie et de notre mentalité. Une fois élu président de la République, on va maintenir le français, on va y adjoindre l'anglais, pour votre information, comme langue internationale. Notre pays, on enseignera désormais nos enfants et en français et en anglais, mais aussi en nos langues vernaculaires. Ça veut dire que je vais m'organiser pour que, à Kinshasa, on enseigne le Swahili. À Bukavu, on enseigne le Lingala aussi, ainsi de suite. Ceci va permettre une intégration véritable de notre peuple. Il est anormal, madame, qu'un enfant de Kinshasa ne sache pas ce que ça veut dire Djambo. Et savez-vous que 8 sur 10 Congolais pensent en leur langue et traduisent mentalement en français avant d'exprimer une pensée. Vous comprenez ce retard des raisonnements qu'il y a, mais c'est pourquoi vous voyez que nous sommes unis. Ce que je ferai, ce sera de promouvoir, de promotionner nos langues vernaculaires, nos langues nationales. Madame, j'ai dit que je vais imposer le retour à l'authenticité, à nos valeurs culturelles. Par exemple, 10 ans de prison pour tous les homosexuels. Madame, où est-ce que vous avez déjà vu dans notre culture un homme allait doter un être homme, une femme allait doter une femme? Et toutes les attitudes correspondantes à l'homosexualité. C'est-à-dire toutes les attitudes correspondantes, c'est-à-dire sévèrement punies. Des efféminés, il peut être homme, c'est-à-dire des marches sur base de quoi? Donc, des attitudes féministes alors que tu es un homme, 10 ans de prison. Alors, nous devons retourner. Et tu adoptes des attitudes d'homme quand tu es femme? Madame, je dis bien que je vais combattre systématiquement l'occidentalisation qui a malheureusement nivelé vers le bas
notre République. La Chine, pour se développer, elle a dû se renfermer et recourir à ses valeurs culturelles. Et nous devons enseigner à nos enfants nos grandes valeurs, ces valeurs que nos grands-parents, que nos aïeux nous ont dit. Nos grands-parents et tout cela va être mis en application. Un homme commençait à mettre des rouges à lèvres. Mais pourquoi? On va rompre avec ces gens de on va rompre, on va continuer le débat. Je crois que pendant... La liberté, mais c'est du libertinage. Pendant détruit notre société. Pendant la campagne, on parlera vraiment en long et en large par rapport à ce que vous comptez faire une fois président de la République, mais vous vous définissez également comme candidat de l'opposition. Une qualité que vous refutez beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, je ne voudrais pas vous laisser dire que je me définis comme candidat. Vous m'avez pas laissé terminer ma question. Vous vous définissez comme candidat de l'opposition, une qualité que vous refutez certains de vos pairs ou certains de vos aînés. Ah ben, je ne savais pas qu'il y avait certains compatriotes qui pouvaient délivrer de titres d'opposants et de majorité à qui vous... La candidature de Moutamba est un prêtre, non? Qui suis? La candidature de Moutamba à la présidence de la République, c'est juste un prêtre, non? Ah, donc il y a c'est de faire valoir. Qui peuvent donner des cartes d'identité, des cartes d'opposants à certains, mais qui me donnent alors la carte de la majorité au pouvoir. J'en cherche. Ben oui, vous travaillez, vous roulez pour Tshisekedi, affirme-t-il. Et pas besoin d'une carte. Pas besoin. Pas besoin d'une carte. Peut-être par vos agissements, ils sont arrivés à cette conclusion. Ah, ok. Je pense que ce qui gêne, c'est que le candidat numéro 2, Constant Moutamba, vous allez me mettre en difficulté. Je serai obligée d'enlever et d'élaguer cette partie parce que le CISAC ne veut pas de ça. On n'est pas en campagne. Donc vous ne devrez pas dire candidat numéro 2. Madame. Limitez-vous par exemple à dire candidat président. Candidat président de la République. Voilà. Constant Moutamba est un candidat de la rupture. Les seuls candidats qui ne va pas à Bruxelles, qui ne va pas à Paris pour solliciter et vendre la République. Solliciter du soutien, en contrepartie, vendre la République démocratique du Congo. C'est celui qui refuse de s'associer aux comploteurs de la République. Si c'est cela qui devrait être considéré comme synonyme d'appartenir, d'être un prête-nom d'un autre candidat, ben tant mieux, ça ne me gêne pas. Non, mais au moins vous êtes de même avis avec Félix Tshisekedi, donc il y a des candidats de l'étranger. Écoutez, je ne suis pas d'avis avec un autre candidat, mais je dis qu'il y a vous partagez des candidats qui sont fabriqués par l'Occident. Mais je l'ai dénoncé dans plusieurs de mes tweets. Jusqu'il y a 2 semaines, certains étaient où? En Europe. Aller chercher quoi? Mais ils sont allés vendre la République. Le projet, madame, que j'ai dénoncé, était de saucissonner une partie sud-est de la République après les élections. Et le plan est de pouvoir vendre la partie Bunagana, donc Rutshuru, au Rwanda. Vous avez des preuves de ce que vous avancez, de vos allégations. Mais pourquoi vous ne portez pas plainte? Et si vous voulez, je ne porte pas plainte. Je dénonce devant nos électeurs, de sorte que le moment venu, en tant que 6e président de la République, je vais faire arrêter tous ces comploteurs. Et j'ai déjà identifié l'endroit où je construirai une prison spéciale et pour les traîtres de la République et pour les détourneurs. Ça va être dans la commune des Tous les mots... Et donc, madame, c'est pour dire que je suis l'unique candidat de l'opposition politique congolaise. Pas les candidats communs, le candidat unique. D'autant plus que tous mes challengers sérieux ont géré la chose publique à un certain moment de leur histoire politique. Vous faites allusion à qui? Le seul candidat qui n'est jamais géré, c'est Constant Moutamba, qui n'a jamais volé l'argent des contribuables congolais, qui n'a aucun cadavre dans ses placards. Mais tous mes challengers sérieux, vous le savez. Par sérieux, vous faites allusion à qui? Ils ont été aux affaires. Denis Mukwege n'a jamais eu à gérer, ou il n'est pas sérieux. Je ne suis pas là pour
Non, je parle... Des challengers. Je ne suis pas leur porte-parole. Je dis certains de mes adversaires sérieux. Et d'autres, mais c'est des marionnettes de l'Occident. Des gens qui pensent que le développement de cette République devrait partir de l'Orient ou de l'Occident. Moi, je suis Lumumba. Et Patrice a dit en 60 que l'histoire du Congo, l'histoire glorieuse du Congo, ne sera écrite ni à Bruxelles, ni à Paris, ni à Washington, encore moins à Londres. Elle sera écrite à Kinshasa, au Congo et par les... Bon, l'acte de l'indépendance du Congo a été signé où? L'acte de l'indépendance? Je n'ai jamais été dans une ambassade solliciter un visa de l'Occident. Je n'ai jamais été dans un pays occidental. Est-ce que vous le savez? Non pas par manque de moyens. Mais c'est votre choix. Non, c'est pas mon choix. C'est que je refuse de tâcher, madame mon âme. Et pourtant, vous avez être reçu ou recevoir certains diplomates. C'est un peu comme... Et être reçu et en faire une très grande publicité. Vous voulez une chose et son contraire ou vous faites du populisme? Être reçu, madame. Quand on est candidat président de la République, on a l'obligation de rencontrer des diplomates, discuter avec eux. Mais pourquoi? Puisqu'ils vous servent à rien. Mais non pas, ils ne servent à rien, attention. Ils vous servent vous à rien. Vous n'avez pas besoin de... Ils ne servent à rien. Nous vivons dans un monde où nous avons forcément besoin de l'un et l'autre, mais dans un esprit de respectabilité mutuelle, madame. Non, vous avez dit, il faut pour se développer, on doit rester en vase clos. Non, pas rester en vase clos. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais... Mais en tout cas, c'est l'impression que vous nous avez donnée tout au long de cette émission, qu'on n'a pas besoin de l'Occident, qu'on n'a pas besoin de l'Orient, qu'on n'a besoin que de nous-mêmes. C'est pas ce que j'ai dit. Alors je me répète. Nous devons retourner vers nos valeurs. Et les Congolais doivent comprendre que ce n'est pas un blanc qui développera ce pays. Ce n'est pas le FMI, ce n'est pas la Banque mondiale qui développeront le pays. Nous devons prendre conscience, madame. Cela ne veut pas dire vivre en vase clos. Je vais imposer plutôt en relations internationales des relations de respectabilité bilatérale et multilatérale entre États. Les étrangers doivent respecter notre République. Que quand ils viennent ici, c'est pour réellement investir, madame, et non pour pouvoir voler, faire de la prédation de nos richesses. C'est pourquoi, par exemple, dans les secteurs miniers, j'interdirais toute exportation de nos minerais à l'état brut, madame. Il y a une loi sur la matière. Je convierais toutes les multinationales, les fabricants, par exemple, des téléphones, etc., de venir le faire chez nous, d'ouvrir des succursales. C'est ce qu'essaie de faire Tshisekedi, mais apparemment ça ne marche toujours pas. Et donc, je vais remettre en valeur, rebooster, dynamiser nos entreprises minières. Parce qu'en fait, en réalité, l'État congolais n'a plus d'actifs miniers. Tous les actifs miniers de la Gécamine, de la Sokimo, de la Miba, etc., mais ont été cédés à des entreprises étrangères qui exploitent et exportent immédiatement. Conséquence, nous n'avons pas de retour des devises. Alors que si c'était la Gécamine qui exploitait, qui exportait, les devises retourneraient au pays. Et on en ressentirait les effets sur le plan social, sur le plan économique, etc. Voilà le combat qui est le mien, voilà la lutte qui est le mien. En fait, je suis un souverainiste. Mais ce qui est différent... d'un extrémiste, non. Les souverainistes... Vous êtes tellement proche d'un extrémiste avec... on doit vivre en vase clos ici en République démocratique du Congo. Vous n'avez pas besoin de l'Occident, vous n'avez pas besoin de l'Orient. Vous n'avez besoin que des Congolais. Absolument pas. Je voudrais simplement que les relations internationales auxquelles la RDC appartient et s'inscrit se fassent sur la base de la respectabilité bilatérale et multilatérale. Et de faire comprendre aux Congolais qu'il appartient à nous seuls de développer notre pays. Jamais un étranger n'aimera autant notre pays que nous-mêmes. Ce n'est ni la Banque mondiale, ni les FMI qui viendront développer notre pays. Mais ça, on le sait. Et les pouvoirs qui se sont succédés le savent. Non, pas du tout.
Parce que jusque-là, nous avons l'impression qu'il faut des programmes de réajustement structurel, il faut des programmes de ceci, il faut de la discipline de cela. Non, madame. Une fois élu 6e président de la République démocratique du Congo, nous allons nous conscientiser davantage nous-mêmes pour redresser notre économie, pour produire davantage et être utiles dans le marché international. Nous allons pousser tous les autres États voisins et autres à respecter la République démocratique du Congo, à respecter les Congolais. Et pour ça, nous n'avons pas besoin de recourir à l'Occident, à l'Orient, pour nous développer. La tendance actuelle, même de la part de mes challengers, est de pouvoir aller vers l'Occident, vers l'Europe, pour solliciter le soutien. En contrepartie, ils vendent en fait la République. Même ces Occidentaux qui nous voient ruer vers eux ne nous respectent pas. Pourtant, nous sommes ceux qui prônent la lutte contre les néocolonialismes, la lutte contre l'impérialisme. Nous avons besoin d'un Congo où règne l'égalité, la liberté et la justice. On va terminer cette émission, mais donnez-moi, j'allais vous demander de me donner 10 premières décisions, mais on n'a plus beaucoup de temps. Rapidement, 3 premières décisions de Moutamba, une fois président de la République. Quelles sont les 3 premières décisions que vous allez prendre? Au lendemain de mon élection. À part interdire le make-up pour les femmes, les 3 autres décisions que vous allez prendre une fois président. Au lendemain de mon élection en tant que 6e président de la République démocratique du Congo, je mettrai immédiatement en place un parquet économique et spécial qui aura pour mission de traquer tous les délinquants économiques et financiers, de tracer l'origine de chaque acquisition mobilière et immobilière. Rien à voir avec l'IGF? Absolument pas. Ça, c'est un organe judiciaire. Je créerai un tribunal spécial contre la corruption pour juger tous les délinquants économiques et financiers qui seront déférés à lui à partir du parquet économique et spécial. 3. Je lancerai une opération pour traquer M. Paul Kagame, afin qu'il réponde de tous les crimes qui ont été, de tous les massacres qui ont été perpétrés dans la partie est du pays. Je lancerai, madame, l'opération Bien mal acquis. Tous ceux qui ont volé l'argent de l'État et ont construit des immeubles, tous ceux qui ont acquis des mobiliers à partir de l'argent du contribuable congolais vont se le voir confisquer. Et pour les immeubles, nous allons les transformer en logements sociaux. Et donc, que le Congolais sache que je vais systématiquement lutter contre l'impunité. Lutter contre l'impunité, on aura encore le temps de reparler. Je ne voudrais pas vous rappeler que j'interdirai formellement l'exportation de nos minéraux à l'état brut et je vais immédiatement financer et restructurer nos entreprises publiques minières. La GECAMINE va être relancée avec tous ses actifs miniers. La MIBA sera relancée. Nous allons relancer la SOTIMO. Ceci pour donner de la valeur ajoutée à nos matières premières. Nous allons également, madame, nous allons booster toutes nos entreprises publiques en général pour permettre, en fait, de soutenir comme il se doit notre économie. Bref, nous avons un certain nombre de réformes que nous apporterons au niveau des finances publiques. Une chose est de le dire, une chose est de démontrer comment est-ce que vous comptez y parvenir. Nous allons remettre de l'ordre dans les finances publiques pour pouvoir permettre la maximisation des recettes. Vous aurez le temps de parler de comment est-ce que vous comptez arriver à tout cela, même si la question était de savoir vos 3 premières décisions. Mais là, vous avez dit, je ferai de vous, Élisée Odia, je vais vous obliger d'avoir 10 hectares de champs. Chacun des Congolais sera un agriculteur. L'État congolais sera un agent agricole. Je vais également pousser tous les dirigeants, à partir du chargé d'études jusqu'au ministre, devra justifier d'un champ de 10 hectares pour moi. On parlera de cette façon. Ça
De cette façon, nous lutterons efficacement contre la crise alimentaire, contre la faim, qui semble être une gangrène réelle qui touche malheureusement l'âme du Congolais. Constant Mutamba, on aura le temps de décortiquer en long et en large votre programme, votre projet, votre offre politique, parce que là on a essayé de vous avoir par rapport aux questions de l'heure, questions d'actualité. Et vous qui avez les make-up, attention. La campagne, vous, les fans elle de commence le 20 décembre prochain. Ouais, make-up, ouais, je continuerai à mettre mon make-up quand je le veux, si je le veux. Hein. Attention, je risque de pénaliser les make-up. Donc, on sera là, on reparlera du projet de société de Constant Mutamba. Je vous remercie d'avoir, une fois de plus, ouvert les portes de C'est moi qui vous remercie, madame, et je voudrais dire un mot. M'adresser à notre... minute, parce que là, on a vraiment fini. Je voudrais, madame, m'adresser à nos compatriotes qui me suivent. Constant Mutamba est le candidat le plus jeune, à 35 ans d'âge. Il a réussi à aligner plus de 420 candidats députés nationaux, plus de 1000 candidats députés provinciaux et 3000 candidats municipaux. C'est le candidat qui appartient à une génération. Celle qui a été marginalisée, celle qui a étudié sans bourse d'études, celle qui a étudié sans bus scolaire, sans bus académique. Cette génération qui n'a pas connu tous les avantages que nos parents ont connus. Cette génération qui a étudié dans des conditions difficiles, mais qui a également des difficultés à accéder à l'emploi. Parce que, appartenant à des familles sans nom, sans griffes, je suis ce candidat qui vient rééquilibrer la société congolaise. Je suis ce candidat qui vient porter le combat de cette génération. Je suis ce candidat qui vient porter les aspirations de cette génération. Une fois élu président de la République, je vais devoir imposer 3 mots clés qui articuleront en fait ma gouvernance politique. C'est l'égalité. Je créerai une société d'égalité où tous les jeunes, toutes les familles seront égaux et égales. À part les homosexuels. Je vais imposer également une société de justice où nous lutterons efficacement contre l'impunité, les injustices sociales et distributives. Nous allons créer une société de liberté où nous laisserons nos compatriotes s'exprimer librement, mais en ordre. Et faire ce qu'ils veulent dans le respect strict de leur tête de nos et de lois, leur corps. De nos us et coutumes. Ils feront ce qu'ils veulent de leur tête et de leur corps. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir dans le cadre de cette émission Dites-nous la vérité. On reviendra et encore pour parler de l'évolution du processus électoral, mais bien plus encore pour parler de votre projet et comment est-ce que vous comptez arriver à mettre toutes ces réformes que vous prévoyez en pratique. Madame, ici on se dit au revoir, à très bientôt et très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité.